Eh bien, hop, on est parti pour une petite heure ensemble. Hop, c'est parti. Alors, donc l'événement s'appelle Écrire et diffuser vos idées en 2022 et donc le sommaire que j'ai prévu. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait cet événement-là, d'où est-ce qu'il sort et d'où est-ce que viennent toutes les réflexions que je vais vous partager là. Ensuite, on va axer le débat entre deux parties. Le premier, c'est pour bien écrire en 2022, il faut plutôt tirer profit de la plateforme du moment. Donc, ça pourrait être par exemple LinkedIn. Il faut se dire, je vais à fond sur LinkedIn. Et donc, on va voir les avantages que ça a. L'angle numéro 2, c'est plutôt de se dire, en fait, non, je ne vais pas sur la plateforme du moment, mais je vais créer mon propre blog et je crée ma propre plateforme. Ensuite, le quatrième point, c'est qu'on va essayer de faire émerger un consensus là-dedans et je vais vous partager ma vision sur les stratégies et les tactiques à utiliser pour se démarquer avec son écriture en 2022. Je vous propose ensuite un petit moment d'échange sur tout ça et on finira par, si vous le souhaitez, si vous souhaitez rester, je vous présente le bootcamp d'écriture Ghostwriting. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà fait et d'autres qui vont le faire. Donc, si vous souhaitez ne pas rester, ce n'est pas très grave. Mais juste, voilà, on prendra le bootcamp. J'en profite pour dire un dernier mot avant de démarrer dans le vif du sujet. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre directement dans le chat sur Zoom. Soit je les prends en direct, soit je les garde pour la fin. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Vous avez vu qu'on aura un moment d'échange pour discuter de tout ça et pour rebondir sur les points que je vais aborder. Mais si vous avez des choses que vous voulez partager dans l'instant, mettez dans le chat et puis moi, je pourrai prendre vos commentaires. OK? Eh bien, c'est parti. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valentin Decker. J'ai créé Ghostwriting, qui est une académie d'écriture en ligne. Mon parcours avec l'écriture, c'est que moi, j'ai commencé à écrire en 2016. C'était à l'époque sur medium.com, qui est une plateforme que vous connaissez peut-être, qui était la plateforme sur laquelle il fallait commencer à écrire à l'époque. Hop. Depuis, j'ai écrit beaucoup d'articles sur Medium, sur un blog personnel, sur le blog de Ghostwriting. J'en ai écrit un peu sur LinkedIn aussi. J'ai écrit beaucoup de choses. J'ai auto-édité 2 livres et avec Ghostwriting, j'ai accompagné à peu près 80 personnes sur l'écriture en 2020. J'ai également été content marketer ou marketing de contenu et copywriter en CDI pendant 2 ans. Et j'étais pareil en freelance pendant 1 an et demi. Je dis pas tout ça pour me vanter ou quoi que ce soit, c'est simplement pour vous dire que les questions de comment bien écrire, comment diffuser ses idées et comment est-ce que bien on se positionne là-dedans, comment on sort du lot, c'est des questions qui m'animent et qui m'habitent depuis maintenant 5 ans et d'autant plus avec Ghostwriting où j'aide des gens à bien écrire. C'est des questions qui… enfin, je sais pas qui parle, n'hésitez pas à vous muter. Alors, je vais hop. Voilà, pardon pour ce petit écart. Donc, tout ça pour dire que je réfléchis beaucoup à toutes ces questions depuis 2016 et que donc, en fait, ce que je partage ce soir, c'est le fruit de toutes mes réflexions, de tout ce à quoi je réfléchis depuis ce temps-là. Je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer de manière visuelle mon rapport avec l'écriture et puis mon parcours avec l'écriture et tout ce que moi j'ai écrit. Donc, j'ai commencé en 2016, donc vous voyez la temporalité. Chaque bâton correspond globalement à, c'est schématique, mais chaque bâton correspond à un article que j'ai écrit et la taille du bâton correspond à la taille de l'article. Donc, plus le bâton est long, vous voyez à la fin c'est assez long, plus ce que j'écris est long, et plus c'est court, au début c'est court, et plus mes textes étaient courts. Donc, j'ai vraiment tout expérimenté. Donc, vous voyez qu'il y a une évolution entre le début et aujourd'hui. Comme je vous le disais, au début, j'ai commencé sur Medium, qui était la plateforme sur laquelle il fallait être en 2016. J'ai enchaîné par créer un site à mon nom, valentindecker.com, en 2018. Donc là, j'écrivais en parallèle de mon emploi salarié. Début 2020, donc c'est là où je suis parti de mon CDI, j'ai lancé Ghostwriting et donc j'ai commencé à publier uniquement sur le blog Ghostwriting. Ça, c'est les parties blog. Et en parallèle, j'ai animé 2 newsletters. Enfin, j'en ai mis toujours 2 newsletters. Une newsletter personnelle donc, que j'ai lancée mi-2017 parce que on pourrait en revenir, mais
je travaillais sur mon premier livre et je me disais, mais en fait, je vais écrire un livre, c'est super, mais il n'y aura personne pour me lire parce que personne ne me connaît. Donc, comment est-ce que je peux créer de l'attente? Et donc, les newsletters, c'était un moyen par rapport à ça. Et j'ai créé une newsletter Sauce Writing début 2020 au lancement du projet. Donc, vous voyez que ma stratégie, mes réflexions ont évolué. J'ai testé plusieurs choses et aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de vous partager tout ça. En plus de ça et de mon histoire personnelle, il y a plusieurs autres choses que j'observe, que je remarque et sur lesquelles j'ai envie de rebondir. La première, c'est que on est dans ce qu'on appelle, ou ce que j'appelle plutôt l'époque du maintenant perpétuel. C'est-à-dire que avec Internet et surtout avec les réseaux sociaux, on assiste à ce qu'on pourrait appeler une compression du temps. Chaque nouveau réseau social impose une temporalité qui est différente et qui est de plus en plus courte. Au début, on postait des statuts sur Facebook en 2008. Ensuite, en 2010, il y a eu Twitter où c'est d'un coup en 140 caractères. Ensuite, il y a eu Snapchat, il y a eu TikTok où c'est quelques secondes, où c'est de l'éphémère, de l'instantané. Et même sur LinkedIn, qui laisse plus de place au contenu, on voit que l'une des modes du moment, c'est de faire des choses qui sont très, très courtes, qui font quelques lignes. Donc, on est dans un moment où tout est, comme je le mets, tout va plus vite, tous les contenus sont plus courts, plus accrocheurs, plus 3 petits points. Donc ça, c'est le contexte global en termes de création de contenu que moi j'observe et que vous, j'imagine que vous observez également. Et donc tout ça, mon parcours, ces réflexions m'ont poussé à me demander, en fait, en 2022, où est-ce qu'on va et quel est le meilleur moyen pour écrire et diffuser ces idées, avec des questions complémentaires qui sont: est-ce qu'il faut encore créer un blog? Est-ce que ça vaut le coup de créer un blog en 2022? Pourquoi est-ce qu'on écrirait des articles qui sont longs, qui sont fouillés, qui sont travaillés, alors qu'on peut juste se contenter d'être sur LinkedIn et poster des choses qui sont très courtes, parce que ça semble marcher? Et moi, une question qui me tient à cœur, parce que c'est un format que j'adore, c'est: est-ce que le format article, il est voué à disparaître? Ou est-ce qu'au contraire, il a encore un avenir? Donc, c'est toutes les questions auxquelles je propose de répondre ce soir. L'angle numéro 1, donc pour répondre à ce débat, c'est de dire, effectivement, les blogs sont morts, les blogs, c'est fini, ça ne marche plus en 2022. Et en fait, ceux qui sortent du lot sont ceux qui tirent profit de la plateforme du moment et ceux qui sont là où, on va dire, la traction marketing se situe. Donc, on va voir ce que ça veut dire. Pour bien comprendre et pour imager un petit peu ce que je vais vous raconter, je propose de prendre une métaphore, celle de l'ouverture d'un restaurant. Donc, imaginons que demain, vous souhaitez ouvrir un restaurant et la première question qui se pose, c'est: quel est l'emplacement? Et donc, vous décidez d'ouvrir votre restaurant dans une rue très animée. Donc là, par exemple, c'est une carte de Lyon. Pour ceux qui connaissent Lyon, soit vous pourrez, par exemple, l'ouvrir devant la gare Pardieu, où il y a beaucoup, beaucoup de passages, ou alors vous pourrez, par exemple, ouvrir votre restaurant sur la place Bellecour, qui est la place centrale, où, pareil, c'est très animé et il y a beaucoup de passages. L'avantage de choisir un lieu où c'est très animé, où il y a beaucoup de passages, c'est que, déjà, de manière évidente, vous bénéficiez d'un flux constant de potentiels clients. Vous avez tous les jours des gens qui passent devant votre restaurant et qui, potentiellement, vont pouvoir venir manger chez vous. Deuxième chose, le travail de marketing que vous devez faire, donc pour attirer des gens, eh bien, il peut être inexistant. Vous pouvez simplement vivre sur le fait d'avoir un restaurant bien placé, les gens viennent, et puis c'est tout. Vous ne faites rien de plus, ce qui vous décharge d'un poids qui n'est pas négligeable. Quelque part, ensuite, si on grossit le trait, peu importe la qualité de ce que vous servez et la qualité de votre nourriture, vous allez toujours pouvoir réussir à attirer des clients parce qu'il y a toujours des touristes qui passent. Et le dernier point, c'est que si vous choisissez d'ouvrir sur un emplacement où il y a déjà du monde, c'est peut-être plus facile de démarrer comme ça plutôt que de choisir un emplacement qui est un peu plus compliqué où ça demande peut-être plus d'expérience. Donc, voici les avantages d'un emplacement qui est bien situé. Et si on fait le parallèle sur LinkedIn, par exemple, qui est la plateforme à la mode du moment, eh bien, vous bénéficiez, un peu comme la rue animée, d'une audience qui est déjà existante, c'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui vont sur LinkedIn. Et donc, en publiant sur LinkedIn
vous touchez une partie de ces gens-là. Vous avez peu d'efforts marketing à faire en plus, puisque être sur LinkedIn, quelque part, c'est déjà du marketing. Donc, vous êtes déjà au bon endroit. Vous n'avez pas besoin de communiquer en plus pour dire que vous êtes sur LinkedIn. C'est intégré, on va dire. Pareil, si on schématise, peu importe la qualité de ce que vous produisez, de ce que vous écrivez, vous allez toujours pouvoir toucher des lecteurs. Vous allez toujours pouvoir être dans une plateforme où il y a beaucoup de gens qui viennent. Et pareil, le démarrage, il est plus facile. Le démarrage, c'est plus facile de commencer sur LinkedIn que de commencer tout de suite par un blog, surtout que LinkedIn, on peut faire des contenus qui sont un peu plus courts et donc plus accessibles. Ensuite, la réflexion qui consiste à dire je publie uniquement sur la plateforme du moment, elle se base aussi sur le fait de se dire en fait, il y a de plus en plus de monde qui sont sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de gens qui sont sur LinkedIn, et donc moi, en fait, si je publie sur LinkedIn, je vais être sur une plateforme qui est en croissance, et donc potentiellement, je vais pouvoir attirer de plus en plus de lecteurs, qui est un raisonnement tout à fait correct. Et ensuite, si on continue, l'une des raisons qui pourrait nous amener à se concentrer sur LinkedIn, par exemple, ou sur Twitter, c'est de se dire, en fait, de manière factuelle ou objective, le temps d'attention moyen, notre temps d'attention moyen, il diminue. On voit souvent ces chiffres passer comme quoi on aurait 3 ou 4 secondes d'attention moyenne sur Internet, etc., comme si on était des poissons rouges, mais globalement, on nous dit qu'on a de moins en moins le temps de faire des choses, on a de moins en moins le temps de lire des choses qui sont longues, et donc, en fait, naturellement, on s'ajuste, on réagit à cette tendance qu'on observe en se disant, si les gens prennent moins le temps et ont un temps d'attention qui diminue, moi, je vais faire pareil et je vais réduire la longueur des contenus que j'écris. Et donc, c'est là aussi que publier sur une plateforme comme LinkedIn ou comme Twitter, c'est intéressant parce que c'est des plateformes où c'est assez cadré et globalement, les contenus qui marchent sont des contenus assez courts. Mais même sur LinkedIn, un post va faire maximum 200 ou 300 mots, ce qui n'est pas très long. Donc, voici les arguments, et vous voyez qu'il y en a beaucoup, qui penchent du côté de « ça ne sert à rien de créer un blog. En fait, moi, je vais juste me mettre sur LinkedIn aujourd'hui ou sur la plateforme qui marche demain et je vais profiter de cette vague. Je vais surfer la vague. » Maintenant, essayons de prendre l'angle numéro 2 qui est de dire en fait, non, les blogs ne sont pas morts en 2022 et on va voir en fait pourquoi est-ce que c'est toujours intéressant de créer son blog et d'écrire des articles de blog en 2022. Donc, après avoir parlé, donc on va reprendre notre métaphore du restaurant, après avoir parlé des avantages du fait d'être dans une rue passante, active, parlons des inconvénients, parce qu'il y en a également. L'inconvénient numéro 1, c'est que vous êtes dépendant de la fréquentation de la rue, à la fois en termes de nombre, mais aussi en termes de gens, de type de personnes qui viennent. Donc essentiellement, si vous êtes sur une rue commerçante ou une rue, un endroit central, vous aurez beaucoup de touristes. Donc vous dépendez de ça. Vous avez une clientèle qui essentiellement est de passage. Ce sont des gens qui, par exemple, viennent à Lyon un week-end ou quelques jours, qui passent dans votre restaurant et donc qui vont venir chez vous, ce qui est aussi un inconvénient. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que parce que vous avez déjà des gens qui viennent naturellement, vous n'êtes pas forcément incité à proposer de la très bonne qualité. D'ailleurs, on le voit très bien, et c'est paradoxal. Vous prenez n'importe quelle ville en France ou au monde, les restaurants qui sont sur les axes les plus touristiques, ce sont les pires restaurants. Parce qu'en fait, ils ne sont pas incités à faire de la qualité. Vu qu'ils ont des gens qui viennent naturellement, ils se disent, bon, c'est très bien, je me repose là-dessus, et puis on verra jusqu'à quand ça tient. Écrire sur la plateforme du moment, écrire sur LinkedIn, en fait, dans un certain sens, c'est un peu pareil. Vous dépendez du succès de la plateforme et vous dépendez de la qualité de son audience. Effectivement, c'est un facteur qui est hors de votre contrôle et vous êtes dépendant de ça. Point qui est important, c'est que vous êtes locataire. Sur LinkedIn, vous n'êtes pas chez vous. Et vous êtes soumis, ce qui veut dire aussi, c'est que vous êtes soumis à des changements de règles. Et concrètement, un changement de règle sur LinkedIn, ce serait un changement d'algorithme. On l'a vu plein de fois. On en reparlera après, mais moi, quand j'ai commencé à écrire, il y avait Medium qui était la plateforme sur laquelle il fallait être.
un jour, Medium a changé ses règles et tout le monde est parti. À l'époque, Facebook, c'était aussi très puissant en termes de reach de marketing. Facebook a dit, OK, maintenant, on réduit toute la portée des posts et c'était terminé. Et rien ne dit que demain, LinkedIn fasse la même chose et dise, OK, maintenant, tous les posts qui n'ont pas une photo, je ne les mets pas en avant. Ou tous les posts qui, etc., etc. En tout cas, la plateforme impose ses règles du jeu. L'autre point qui est important, c'est que la durée de vie d'une publication sur LinkedIn, elle est très faible. Un post sur LinkedIn, il va pouvoir vivre 2, 3, 4 jours maximum. Au-delà de ça, il va tomber un petit peu dans le flux incessant de posts et il remontera difficilement. Vous construisez peu sur le long terme, à part un profil LinkedIn et un nombre de connexions qui restera limité à LinkedIn et qui ne pourra pas se transposer ailleurs. Et pareil, si demain LinkedIn ferme, vous avez perdu ce travail-là. Donc, vous avez peu d'assets, peu d'actifs long terme que vous construisez, si vous mettez vos efforts à 100% là-dedans. Vous vous pliez aux contraintes de la plateforme, donc en termes de format, en termes de longueur. Et le revers de la médaille du format court, c'est que oui, il est facile on peut facilement se lancer. Par contre, on peut difficilement aller en profondeur sur un sujet et on doit rester en surface. Et maintenant, si on applique notre métaphore du restaurant à l'ouverture d'un restaurant dans une rue peu fréquentée, donc par exemple sur un quartier très résidentiel ou à l'écart du centre-ville, eh bien, quels seraient les avantages? D'abord, c'est que vous êtes structurellement, vous êtes fondamentalement incité à faire de la qualité. Parce que si ce que vous écrivez, c'est pas de qualité, les gens n'ont aucune raison de venir sur votre blog et sur votre site et vous lire. Donc ça, c'est une contrainte dès le départ que vous mettez, mais du coup qui motive, qui donne des ailes, on va dire. Ensuite, vous créez un restaurant qui est résilient. C'est-à-dire que vous ne dépendez pas de la popularité d'une rue, vous ne dépendez pas d'un nombre de touristes, mais vous créez quelque chose qui est résilient, qui ne dépend pas d'un emplacement précis et qui peut vivre quelque part, peu importe le contexte, quelque part, peu importe le changement de rue ou si un quartier devient plus populaire, etc. Vous vivez quoi qu'il arrive. Très important, et c'est peut-être le point clé pour moi, c'est que vos clients se déplacent pour vous. Vous n'êtes pas un restaurant sur une rue de passage, vous n'êtes pas une commodité ou un choix par défaut. Vous êtes un restaurant dans lequel les gens se déplacent. Ils font l'effort de se déplacer. Donc, en fait, vous êtes le choix de cette clientèle-là. Vous êtes son choix privilégié. Ce qui implique que, à l'inverse d'une clientèle de touristes ou de passage, eh bien, vous construisez une clientèle fidèle qui va revenir régulièrement et qui va parler de vous à ses amis et donc potentiellement à d'autres clients pour vous. Donc, il y a un fort bouche à oreille qui se développe. Et donc, si on fait le parallèle avec le blog, on retrouve les mêmes caractéristiques. Créer votre propre site et votre propre blog, c'est être résilient et c'est être insensible au mode des réseaux sociaux. Je parlais avant de Medium, je parlais de Facebook. Peut-être que dans 6 mois, LinkedIn sera obsolète et il y aura un autre réseau qui prendra sa place. Vous, peu importe ce qui se passe sur les réseaux, vous avez votre blog qui est le pilier qui ne bouge pas. Vous construisez un asset long terme qui prend de la valeur. Donc, un asset, c'est comme un actif. C'est quelque chose qui, plus votre actif vit, plus vous le construisez patiemment. Donc, plus il prend de la valeur, plus il s'étoffe, plus il devient intéressant. Ça, c'est très intéressant pour vous. Vous êtes propriétaire de votre infrastructure. Vous avez votre site avec votre blog. C'est vous qui le possédez et personne ne peut vous dire « Non, maintenant, je change les règles et l'algorithme change et je ne te mets plus en avant. » C'est votre site. Donc là, vous dépendez de personne. Vous avez le temps, parce que le format article de blog vous laisse le temps, la liberté et la flexibilité d'aller plus loin dans vos idées, de créer du contenu qui sort du lot, qui se différencie et qui est plus fouillé que ce qu'on pourrait trouver sur des réseaux où en fait, on n'a pas le temps de développer comme ça. Et donc, forcément, c'est moins profond. Vous créez un écosystème qui est singulier, qui vous ressemble. Le site, il est à votre couleur, il est à vos couleurs, il est avec les mots que vous choisissez. Quand on vient chez vous, on ne vient pas sur LinkedIn, on vient sur votre site. Donc moi, quand les gens viennent sur le blog Sauce Writing, ils sont sur Sauce Writing avec mon univers, mes couleurs, mon logo. C'est important.
point clé, c'est que vous augmentez la durée de vie des contenus que vous produisez, plutôt que créer des posts qui vont vivre 2 jours, 3 jours et recommencer sans cesse. Eh bien, en fait, vous avez des articles qui vont pouvoir être durables, s'installer dans le temps et être consommables pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, je le vois dès que je vois mes statistiques. Mes articles que j'ai écrits il y a 2 ans, ils sont encore vus. Et même les articles que j'ai mis sur LinkedIn il y a 3, sur Medium il y a 3 ou 4 ans, ils sont encore lus tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est de se dire que chaque jour, quand vous dormez, quand vous faites autre chose, des gens vous lisent. Et un lien potentiellement commence à se créer. L'avantage du blog aussi, à l'inverse par exemple d'un réseau social, c'est que sur votre blog, tout est centralisé, tout est indexé, donc c'est classé, il y a des catégories, il y a un blog, et vos contenus sont facilement partageables. Ce qui est un point clé également. On peut facilement se le partager sur WhatsApp, par email, sur LinkedIn, on peut mettre le lien. C'est très pratique. Enfin, moi, c'est un truc qui me tient à cœur et que je diffuse beaucoup aussi, c'est que le format article de blog, il n'est pas évident. Il n'est pas évident. Ceux qui ont fait le bootcamp ici ont bien vu que, en fait, faut un peu se creuser la tête pour faire un bon article. Mais du coup, je trouve que c'est un super challenge. Et le format exigeant, en fait une source d'apprentissage. On apprend énormément en essayant de faire un format long et en essayant de se pousser un peu à faire un contenu fouillé et travaillé. Donc, c'est pour ça que moi, j'adore écrire des articles longs parce que je trouve qu'à chaque fois, c'est une forme de challenge, de défi intellectuel que j'ai envie de relever. Voilà. Et donc là, si on reprend notre petit graphique d'avant, dans un contexte où l'attention diminue, vous vous dites, non, en fait, j'ai pas envie de céder à la frénésie ou du toujours plus court, toujours plus impactant, toujours plus je ne sais quoi. En fait, non, j'ai envie de prendre le temps de diffuser mes idées, j'ai envie de jouer un rôle dans la recherche de nuances versus l'immédiateté d'un avis tranché, qui pourrait être dit très court, mais en fait, souvent, on se rend compte que tout n'est que nuance, et donc, en fait, ça vaut le coup, c'est intéressant, c'est valorisant de chercher la profondeur et le détail. Donc, un très bon article, un très bon argument également pour créer un blog. Et ensuite, on a vu avant une courbe, un tableau qui montrait que le nombre de personnes sur les réseaux augmente. Effectivement, chaque année, il y a de plus en plus de gens qui sont sur les réseaux sociaux. Mais quand on s'y intéresse, on constate que en fait, c'est des pics. Chaque réseau a un pic avec une montée, une descente et un moment où ça stabilise. Si on repense à Facebook, moi je me rappelle très bien, quand je suis arrivé dans mon CDI et quand je commençais à vraiment écrire, Facebook, c'était un super outil marketing. Tout le monde était sur Facebook. Tous les créateurs de contenu étaient sur Facebook. Il fallait avoir une page Facebook qui aujourd'hui n'existe plus, quasiment la page. C'était le truc à la mode. Et donc, en fait, on avait un pic qui a eu lieu en 2017, 2018. Et après, c'est retombé jusqu'à aujourd'hui. Il y a plus grand monde qui s'investit vraiment sur Facebook en tant que créateur de contenu. Il y a eu Snapchat qui a pris le relais à un moment. On peut dire également que Instagram, aujourd'hui, c'est peut-être l'un des réseaux où il y a le plus de reach, où il y a le plus de portée organique, qui est le truc qu'on regarde. Et j'aurais pu mettre également LinkedIn, qui est, si on parle de réseau écrit, est peut-être le réseau numéro 1 en ce moment. Mais vous voyez bien que à chaque fois, il y a une montée, qui est d'ailleurs de plus en plus rapide, et après, il y a une descente également aussi. Donc, en fait, le risque, c'est de se retrouver un petit peu à chasser les tendances. Mais ce qui est intéressant quand on crée un blog, c'est que quand on crée un blog, on ne mise pas sur un seul réseau, qui est quelque part un pari aléatoire. Moi, je me rappelle qu'au début de l'année 2021, le réseau qui montait, c'était Clubhouse. Et d'un coup, tout le monde était sur Clubhouse. Tout le monde est parti sur Clubhouse. Sauf que ça a duré quelques mois. Effectivement, Arslan mentionne TikTok, c'est pareil. TikTok, c'est pareil. Mais les gens qui se sont mis sur Clubhouse, en fait, ils ont mis beaucoup d'efforts dans une plateforme dont les effets et la portée est retombée très, très vite. De quelque part, ces efforts, ils les ont perdus. À l'inverse, je trouve que le fait de créer un blog, eh bien, en fait, c'est miser sur Internet au sens large. Pour moi, j'aime bien dire qu'avoir un site avec votre nom ou le nom de votre marque, avoir un blog dessus, c'est posséder un petit bout d'Internet. Et nos vies sont amenées, pour le meilleur et pour le pire, mais nos vies sont amenées à être de plus en plus digital et en ligne. Donc, je trouve que c'est un investissement qui est très important de se dire, en fait, moi, je veux posséder un bout d'Internet où je veux avoir mon endroit à moi sur Internet et donc je crée mon site.
Très intéressant aussi. Les derniers arguments pour le format blog et le format article de blog, c'est que, encore une fois, je l'ai dit, mais le fait de se poser et d'écrire quelque chose de fouillé, de travailler, ça aide énormément à affiner ses pensées et à structurer vos idées. Moi, ça m'arrive tout le temps, et si vous écrivez, vous voyez de quoi je parle, c'est que souvent on démarre avec on se dit, ah, j'ai un début d'idée en tête, j'ai envie de parler de ça, on commence à l'écrire, et on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout clair, on n'arrive pas à l'articuler, et on ne sait pas vraiment comment bien le mettre en forme. Du coup, c'est un vrai exercice de rigueur intellectuelle qui pousse à se structurer, à se sortir les idées de la tête pour essayer de bien les mettre sur papier. Ensuite, autre point, c'est que dans un monde où tout le monde fait du contenu de plus en plus court, je trouve que ça a une vraie valeur de sortir du lot, d'aller à contre-courant de ça et de se dire non, en fait, moi, je fais des contenus longs parce que j'ai envie de prendre j'ai envie de prendre le temps de bien traiter mes sujets, j'ai envie de prendre le temps d'aller en profondeur, de partager des choses qui sont intéressantes. Donc, je ne vais pas faire des vidéos TikTok de 5 secondes, mais je vais prendre le temps d'écrire des articles qui me prendront un peu de temps, mais dont je serai vraiment fier. Et pareil, le format article, il est exigeant, il est pas facile, mais c'est dans l'exigence, moi je suis convaincu qu'on progresse et qu'on se challenge et qu'on passe des paliers et qu'on s'améliore. Donc moi, je le disais aussi, mais chaque article que j'écris, c'est un moyen de m'améliorer. C'est une occasion de me challenger, d'aller un peu plus loin pour progresser. Enfin, dernier argument, c'est que l'effort crée l'engagement. Ça veut dire que si votre contenu a une barrière à l'entrée pour y accéder, par exemple, un temps de lecture nécessaire, si pour lire l'article, il faut passer 10 minutes de notre temps, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui n'est pas rien non plus, eh bien en fait, le lecteur, il pourra pas, vous n'allez pas pouvoir lire un article allongé sur votre canapé, avec un œil fermé, avec votre téléphone. Un article, ça demande d'être focus, d'être impliqué pour bien le lire. Et cette implication, en fait, fait que le lecteur va se souvenir de vous. Et vous allez commencer à créer un lien qui va pouvoir être durable. À l'inverse, quand vous consommez des vidéos sur TikTok et que vous en consommez 30 dans la minute avec un œil à moitié fermé en train de faire autre chose, le lien que vous créez, il est nul. Il est quasiment, voilà, il est quasiment nul. Donc c'est pour ça que même si il y a effectivement moins de gens qui vont vous lire parce qu'il y a une barrière à l'entrée, qui est le temps de lecture, qui est l'implication. Les quelques personnes qui vont vous lire, en fait, elles vont être beaucoup plus marquées par ce que vous avez dit. Et on va le voir, mais moi, je trouve ça beaucoup plus puissant et intéressant d'avoir 10 personnes qui prennent fondamentalement et vraiment le temps de vous lire que 1000 personnes qui vous regardent d'un œil entre deux choses à faire et qui ne vous regardent pas vraiment, en fait. Donc voilà les arguments en faveur du blog, mais vous l'avez compris, j'ai fait une dichotomie entre blog, réseau, LinkedIn, qui en réalité n'existe pas vraiment. Rien n'empêche de faire les deux. Et donc, ce que je propose maintenant, c'est d'essayer de voir concrètement comment est-ce qu'on peut prendre tout ce que j'ai dit là pour en faire un plan d'action, pour en faire un guide stratégique et pour essayer de se démarquer avec votre écriture en 2022. Ce que je veux dire, ça tourne autour de ce schéma-là, qui est, moi, je vous conseille de dédier 70% de votre temps, de vos efforts à la construction de votre monde. Donc, votre monde, c'est votre blog, votre univers. Je vais y revenir juste après. Pour moi, ça doit être 3/4 de vos efforts. Ça doit être concentré là-dessus, parce que c'est résilient, parce que c'est long terme, etc. Tout ce que je dis, sur lequel je vais revenir. Et le reste, les 30%, pour moi, c'est l'enjeu, c'est d'essayer de surfer sur la hype du moment. Alors, pardon, je mets les gens en muet. Hop, et donc, 30% des efforts consistent plutôt à surfer sur la hype du moment et être sur la plateforme qui performe en termes de reach, en termes d'impression, etc. Et cette dichotomie est intéressante parce que c'est aussi une dichotomie entre long terme et court terme. Voir la hype du moment sur un horizon court terme, donc là, je sais que ça va être en semaine ou en mois, et la construction de notre monde comme un horizon de temps long terme, parce que ça prend des mois, voire des années.
Donc, il faut bien avoir ces deux-là en tête et c'est bien de balancer l'un avec l'autre aussi. Et je trouve que le juste milieu, c'est 70-30. Je m'attarde quelques instants sur la notion de monde, qui est une notion que j'aime beaucoup et je commence à en parler un peu. C'est que moi, j'aime bien voir mon blog pas comme un blog, mais comme un monde. Et en fait, dans lequel chaque pilier, chaque article, en fait, c'est un pilier de mon monde. C'est un pilier qui reflète mes idées, qui reflète une certaine vision que j'ai, des convictions que j'ai, qui reflète des choses qui me tiennent à cœur et qui m'intéressent fondamentalement et que j'ai envie de partager. Et en fait, chaque article, c'est une petite pièce d'un ensemble qui est plus grand. J'aime bien me dire que plus mon monde est riche, et donc plus il y a d'articles dedans, intéressants, fouillés, travaillés, et plus je donne des occasions à mes lecteurs d'y passer du temps, en fait, et de venir me lire, d'aller voir sur un autre article où j'ai fait un lien entre mes articles, etc. Plus il y a de choses, et plus la personne peut rester dans mon univers, et plus je crée un lien avec elle. Le but, quand on fait le monde, c'est pas de faire des petits trucs rapides ou des top 5 de je ne sais pas quoi, c'est plutôt d'aller en profondeur, d'essayer d'exprimer votre sensibilité, d'exprimer votre singularité, qui vous êtes, les idées qui vous animent et les combats qui vous tiennent à cœur. Parce que vous avez le temps de les développer. Et donc, c'est intéressant d'avoir ça. Hop. Et l'enjeu pour moi, quand on fait un monde, c'est plutôt d'être spécifique, bizarre et singulier. C'est pas d'être consensuel, d'être généraliste et de vouloir attirer un maximum de monde. C'est plutôt de faire l'inverse, d'être très spécifique et d'être même bizarre. Bizarre dans le sens où ce qu'on voit chez vous, on ne le voit pas vraiment ailleurs parce qu'il y a un ton qui est différent, parce qu'il y a des sujets qui sont différents, parce qu'il y a un traitement qui est différent. C'est ça que vous voulez. C'est que vraiment avoir un truc qui est différenciant. Et quand on réfléchit au niveau d'une ville, qui pourrait être un monde, c'est un peu pareil. Si vous comparez une ville où il y a une tradition qui est forte, où il y a une culture, où il y a des bâtiments qui sont singuliers, une architecture qui est propre, eh bien, c'est beaucoup plus intéressant à aller voir et à aller habiter qu'une ville où il y a un McDo, un Zara, un H&M et où tout se ressemble. On a plutôt envie d'aller vers une ville qui nous attire, qui renvoie des signaux, qui nous dit « Ah, en fait, si tu aimes ce truc-là, si tu aimes ce mode de vie-là, cette ville est faite pour toi. » Elle ne va pas attirer tout le monde, la ville, mais elle va attirer les gens qui comptent. Pareil, si par exemple, en France, vous voulez faire du surf, il y a de fortes chances que vous allez habiter à Biarritz. Parce que Biarritz, c'est la ville où c'est le coin, le sud-ouest, qui attire des surfeurs. Vous, avec votre blog, c'est un peu pareil. Les articles que vous écrivez, c'est aussi le moyen d'attirer les bonnes personnes. Donc, c'est intéressant de réfléchir comme ça. Et donc, moi, je trouve que le fait de développer un monde, c'est le meilleur investissement long terme qu'on peut faire, surtout à l'ère où en fait, nos carrières sont chamboulées et en fait, on doit se réinventer. Le fait d'avoir un endroit sur Internet où il y a vos idées et il y a votre vision du monde, c'est super précieux. Et il ne faut pas l'imaginer comme comment est-ce que je peux créer un blog rapide, court terme, qui va me permettre de gagner de l'argent sur 6 mois, mais plutôt comment est-ce que je peux créer un asset durable, résilient, sur le long terme, qui va me servir cette année, dans 2 ans, dans 5 ans et même dans 10 ans. Pourquoi pas? Donc, c'est plutôt ça l'enjeu à avoir. En parallèle, et donc oui, cette construction de votre monde représente, selon moi, 70% de vos efforts et de votre temps. Donc pour moi, si vous passez 1 heure par jour à créer du contenu, pour moi, vous devez passer peut-être 40 minutes sur cet aspect-là, sur construire votre blog à long terme. Les 30% restants consistent plutôt à surfer sur la hype du moment et ça veut dire être à l'affût de la plateforme ou des plateformes avec une bonne traction marketing. Donc, c'est où est-ce qu'il y a beaucoup d'impressions, où est-ce que je peux toucher beaucoup de monde facilement. En ce moment, encore une fois, c'est LinkedIn. Donc le but, c'est d'être attentif à ce qui se passe et de se dire, OK, en plus de mes contenus piliers, comment est-ce que je me fais connaître? Comment est-ce que je vais chercher des gens pour aller vers mon contenu pilier? Eh bien, je vais voir quelle plateforme est-ce que je peux, dont je peux faire levier. Là, l'intérêt, c'est d'essayer de jouer le jeu de la plateforme et de vous dire, d'essayer de comprendre quelles sont les règles de la plateforme, quelles sont les règles de l'algorithme, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne, et essayer de jouer selon ces règles pour maximiser vos résultats. Là, c'est plutôt une logique court terme, à l'inverse de ce qu'on a vu avant. Je trouve également que
c'est très intéressant d'utiliser les plateformes comme LinkedIn, comme Twitter. Moi, j'aime beaucoup Twitter, mais c'est très intéressant parce que ça permet de tester vos idées de contenu sur un petit format. Avant de partir sur un article de 1000 mots, 1500 mots, un article fouillé, dites-vous, est-ce que je ne pourrais pas tester l'idée ou tester le message ou le concept sur un truc plus court qui va me prendre moins de temps, sur LinkedIn ou sur Twitter, par exemple. Donc moi, c'est ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Alors, je l'ai fait à l'envers. J'ai écrit un article qui s'appelle « Bienvenue dans l'ère des projets » que j'ai publié il y a 2 ans, qui est très long, qui prend 20 minutes de lecture. Et j'ai posté la même idée de ce tweet-là, la même idée sous forme de tweet, il y a 1 mois. Et en fait, le tweet a super bien marché. Donc, j'aurais pu commencer par le tweet, me dire, OK, il y a un truc qui résonne, il y a un truc qui parle aux gens, donc ça vaut le coup d'en faire un gros article. Et donc, essayer peut-être de demander comment est-ce que je peux voir les réseaux comme Facebook, LinkedIn, Twitter, etc., comme des moyens de tester des petites idées, voir celles qui résonnent, prendre des feedbacks, et ensuite, celles qui résonnent, vous dire, OK, maintenant, ce truc-là, je vais vraiment en faire un contenu parce que ça intéresse les gens, parce que ça m'intéresse moi et parce que ça vaut le coup. Et sur ces plateformes-là, moi, je trouve hyper intéressant de mixer les types de contenus que vous publiez. Vous pouvez partager des convictions que vous avez, des idées, sous format plus court. Vous pouvez partager des contenus que vous écrivez. Donc, si vous écrivez un article que vous mettez sur votre blog, vous pouvez le repartager. Et le but, c'est de vous faire identifier comme une personne pertinente dans votre thématique. Et donc, ça veut dire prendre la parole au sens large sur la thématique. Ça veut aussi dire interagir avec les gens dans les commentaires, aller envoyer des messages aux gens en privé pour qu'on commence à se dire « Ah, en fait, Valentin, il parle souvent d'écriture. S'il m'intéresse à l'écriture, je vais le suivre. » C'est l'effet que vous avez envie de déclencher. Hop. Et donc, ce travail de générer de la traction à court terme, il doit représenter 30% de vos efforts. OK. Il ne faut pas que le risque quand on met plus d'efforts dans cette partie-là, c'est en fait d'être ce même-là. En fait, on passe son temps à courir après les tendances, à être sur la plateforme qui semble marcher, et donc en fait ne rien construire parce que on n'a pas le temps de construire. Ça prend du temps. Ça prend du temps de créer quelque chose sur une plateforme. Donc c'est pour ça que je recommande de ne pas y passer non plus trop d'efforts, mais de vous dire la priorité c'est mon monde, c'est mon blog, c'est mon univers à long terme, parce que c'est là en fait que je vais pouvoir récolter les meilleurs fruits et c'est là que je vais avoir les meilleures opportunités, c'est là que je vais pouvoir faire des bonnes rencontres de gens qui foncièrement s'intéressent à ce que je fais de manière profonde. Et en même temps se dire, ce monde-là, il faut le faire connaître. Et pour le faire connaître, c'est se demander quelle est la plateforme tendance, hype du moment, sur laquelle il y a de l'attraction marketing, sur laquelle il y a naturellement des gens. Alors, ça peut être un réseau, mais ça peut aussi être des groupes WhatsApp, ça peut être des groupes Facebook privés, ça peut être des forums sur Reddit, par exemple. Reddit, c'est sous-exploité en France, mais il y a aussi beaucoup de gens dessus. Donc, se dire comment est-ce que je peux me mettre là-dessus pour ramener des gens dans mon écosystème fermé. Parce que c'est là, à long terme, que ce que vous construisez est hyper intéressant.